bien, la pelle à neige, qui est aussi une œuvre d'art, porte un titre. Dans notre cas, In Advance of the Broken Arm. À première vue, un spécimen plutôt faible des blagues dont Duchamp était coutumier. Mais ensuite, on se rend compte que personne ne risque de se casser le bras en balayant la neige avec In Advance of the Broken Arm, précisément parce que son élévation au statut de l'art la met au-dessus, ou en tout cas hors du domaine du simple outil. Il existe donc, tout compte fait, une tension entre l'œuvre et l'outil, soulignée de manière ingénieuse par le titre. Tout un sous-genre important de l'œuvre de Duchamp peut être considéré comme formant autant de commentaires grinçants de la thèse ingénieuse de Kant, selon laquelle l'art doit être considéré en termes d'une finalité généralisée, qui pourtant ne saurait être identifiée à aucune fin spécifique, comme si la question de savoir quelle est son utilité était toujours légitime, mais qu'aucune réponse ne soit admise comme correcte. Duchamp nous montre des outils dépouillés de leur utilité par leur nouveau statut inconfortable. Le Zuandene, le disponible, se trouvant projeté dans le domaine du Vorhandene, le subsistant, pour employer la métaphore politique de Heidegger, aussi déplacée ici qu'un plombier à un bal mondain. Duchamp rend tangible, voire enivrant, le déracinement métaphysique de ces objets, mais tel étant le cas, l'appréciation de ces œuvres doit certainement consister partiellement dans le sentiment de tension philosophique qu'elles doivent susciter, plutôt que dans le fait de se perdre en conjectures quant à leur forme significative ou autre chose de ce genre. Si par exemple la relation entre le diamètre et la hauteur de la boîte de soupe Campbell de Varol correspondait par hasard exactement à la section d'or, il s'agirait là d'un fait ironique et dénué de pertinence. Examinons sous cet angle Fontaine, cette illustre œuvre de Duchamp datée de 1917 et dont il est question si souvent dans ses essais. Comme tout le monde sait, il s'agit d'un simple urinoir d'époque déconnecté de la plomberie qui lui donne son utilité bien connue, familière du moins à une petite moitié de la population occidentale, et retourné sur son dos comme une tortue immobilisée. Il s'agit d'une pièce de porcelaine industrielle achetée par Duchamp lui-même et provenant d'un stock de sosie quelconque produit par une compagnie du nom de Mott Works. Il serait incompatible avec l'esprit de l'œuvre d'imaginer Duchamp en train d'examiner scrupuleusement les urinoirs du magasin jusqu'à ce qu'il ait trouvé exactement le bon. D'ailleurs, l'original a été égaré. Il n'existe que sur une photographie célèbre prise par Alfred Stieglitz, mais Duchamp en acheta un autre pour la Sydney Yanis Gallery, un troisième pour la galerie Schwartz de Milan, et par la suite, il mit en circulation une édition de 8 exemplaires signés et numérotés, comme s'il avait édité des gravures. La signature est celle de Duchamp, bien que le nom R. Mutt ne soit pas le sien, mais on sait que Duchamp s'est donné différents noms pour différents autres sous-genres de sa production, par exemple Rose, WR, Sylavie, pour ses pièces érotiques. La différence entre nom et signature a pu sembler plus étrange au monde de l'art de son époque qu'elle ne le paraîtrait de nos jours, où à côté des voitures de métro, les toilettes pour hommes sont un des lieux privilégiés des graffitis. Or, il existe une sorte de convention d'après laquelle les exécutants de cette forme d'art dissimulent leur identité sous des noms de crayons spéciaux, barbouillages dont la manière et la forme sont telles que bien peu distinguent. R. Mutt 1917 de Taki 191 ou de Zorbo 219. Si on met à part le chiffre supplémentaire, bien entendu qu'il s'agisse d'une signature va de pair avec le fait que l'urinoir est une œuvre d'art, statut qui lui a été reconnu par le comité d'accrochage du Salon des Indépendants de 1917, puisqu'il l'a rejeté. Or, de simples objets ne se trouvent pas rejetés, mais exclus des expositions d'art. Certes, le concepteur de cet urinoir, fier de son produit, aurait évidemment pu le signer. Après tout, les artisans aussi signent leur production, comme le savent les collectionneurs d'antiquités. Mais le frustre barbouillage Hermut 1917 est incompatible avec la fierté de l'artisanat. Il s'agit d'une pièce de céramique d'une grande élégance, mais celle-ci n'est guère pertinente pour apprécier l'œuvre d'art, dont la signature, inséparable ici de l'œuvre, est aussi inélégante que possible.
Il semble donc évident que Duchamp n'ait pas voulu affranchir dans une visée de délectation esthétique un objet qui jusque-là était jugé ne pas mériter la moindre considération, comme s'il avait voulu rappeler qu'on peut découvrir la beauté aux endroits les moins vraisemblables. Mais l'emprise de l'esthétisme sur la philosophie de l'art est puissante et froide, comme il ressort du fait que selon Georges Dickey, auteur de la théorie institutionnelle de l'art, en vertu de laquelle l'art est défini partiellement, en termes de candidature à l'appréciation, Fontaine est uniquement au sujet des qualités esthétiques de l'urinoir. Or, c'est précisément l'appréciation esthétique qu'il doit avoir en vue pour que sa défense de cette théorie puisse avoir du sens. Pourquoi, demande Dickey, les qualités ordinaires de Fontaine, sa surface blanche brillante, sa profondeur qui se révèle lorsqu'elle reflète des images ou des objets environnants, sa forme agréablement ovale, ne pourraient-elles pas être appréciées? Elle possède des qualités qui sont similaires à celles d'œuvres de Brancusi et de Moore, dont certaines personnes ne rechignent pas à dire qu'elles les apprécient. Ce sont là effectivement des qualités de l'urinoir en question, mais aussi de tous les autres exemplaires en provenance de Motte Works, de la région et destinés à un usage intensif. Et ce sont des qualités qu'il a partiellement en commun avec cette partie de l'oiseau en vol de Brancusi, qu'un inspecteur en douane intelligent classa comme produit industriel. C'est un fait de l'histoire de l'art que Duchamp a opté pour les ready-made, précisément parce qu'à son avis, ils étaient esthétiquement indifférents. Un de ces objets, un peigne en métal portant le titre niais de peigne, qui n'est peut-être pas si niais que ça, puisque sa lecture littérale nous amènerait à négliger une phrase absurde. 3 ou 4 gouttes de hauteur n'ont rien à voir avec la sauvagerie. Inscrite avec minutie le long de l'arête dorsale possède ce que Duchamp appelle les caractéristiques du véritable ready-made. Durant les 48 années qui se sont écoulées depuis qu'il a été choisi comme ready-made, ce petit peigne en fer a gardé les caractéristiques du véritable ready-made. Pas de beauté, pas de laideur, rien de spécialement esthétique. Il n'a même pas été volé tout au long de ses 48 ans. Ted Cohen a soutenu que l'œuvre ne consiste nullement dans l'urinoir, mais dans le geste de l'exposé. Or, les gestes ne sauraient avoir de surface brillante ou terne. Cohen intègre donc Fontaine au genre du happening, plutôt que d'y voir une contribution à l'histoire de la sculpture, comme moi j'aurais tendance à le faire. Évidemment, on pourrait soutenir que les sculpteurs peuvent façonner des événements tout aussi bien que la matière, et travailler dans le temps aussi bien que dans l'espace, mais l'existence de doubles et de répliques plaide contre cette classification. Ce n'est pas le geste d'exposer qui est dupliqué, mais l'urinoir avec les facteurs, quels qu'ils soient, qui en font de l'art. Par ailleurs, le geste d'exposition, qui est spirituel, audacieux et affronté, n'est pas conforme à l'esprit du ready-made, censé être terne. L'œuvre est donc plus conservatrice que ne le pense Cohen. Cependant, le simple fait qu'une théorie comme celle de Cohen puisse exister montre que même dans les écrits d'aujourd'hui, l'identité de cette œuvre reste largement indéterminée. Comme les qualités esthétiques différentes, l'éclat blanc selon Dickey, l'audace selon Cohen, vont de pair avec des interprétations différentes. Il en suit qu'il est difficile de savoir ce qu'il faut apprécier avant de savoir comment l'œuvre doit être interprétée. C'est ainsi que le défenseur anonyme de Fontaine, dans la deuxième livraison de la revue pleine de filouterie de Blind Man, ce n'est sans doute pas une coïncidence si Duchamp lui-même a été un des coéditeurs, écrit M. Butte, qui prit un objet ordinaire de la vie et le plaça de telle manière que sa signification utile disparut derrière son nouveau titre, et angle de vision, il créa une pensée nouvelle pour cet objet. La pensée dont il s'agit concerne sans doute le pouvoir des titres de désubstantifier jusqu'à des objets aussi difficiles à annuler que le sont les urinoirs. Mais vu qu'à ce jour c'est l'urinoir qui reste l'objet sur lequel s'exerce la conscience critique, il n'est pas sûr que le pouvoir en question s'étende jusque-là. Nous assistons au spectacle vertigineux d'un concept, le concept d'art, qui a eu les yeux plus grands que le ventre, tel un python infortuné dont le gosier soudain mal adapté se trouve obstrué par un morceau impossible à avaler. Cela pourrait être une métaphore pour l'ultime résistance de l'art à son ingestion par sa propre philosophie.
En tout cas, ce que M. Mutt est censé avoir créé, c'est une pensée nouvelle pour cet objet. Ainsi donc, l'œuvre doit être pensée cum l'objet. Les deux doivent être pris ensemble. Par conséquent, l'objet est seulement une partie de l'œuvre. L'objet peut ainsi avoir effectivement les qualités isolées par Dickey, sans que pour autant l'œuvre doive nécessairement les posséder. L'appréciation reste donc en suspens en attendant l'aboutissement de l'interprétation. Fontaine ne correspond pas au goût de tous les amateurs d'art, et j'avoue que autant je l'admire d'un point de vue philosophique, autant si on me l'offrait, je l'échangerais le plus vite possible contre plus ou moins n'importe quel Chardin ou Morandi, ou même, étant donné les exagérations du marché de l'art, contre quelque passable château de la Loire. Mais cela n'a rien à voir avec mon goût pour la porcelaine brillante et blanche, que je préfère de loin aux couleurs de décorateurs qu'on trouve dans les toilettes de la classe moyenne à travers le continent, parce que je la trouve d'une certaine manière plus classique. Mais de ce fait, justement pour moi, et je pense pour tous ceux qui partagent mes goûts, il y aurait quelque chose de repoussant dans ce crasseux R. Mutt 1917, qui me ferait sortir sans délai ma bouteille d'Ajax et ma boîte de Brillo. Le goût, après tout, possède une certaine cohérence, même s'il est relatif et constitue le paradigme de ce dont on ne saurait disputer rationnellement. Considérons donc l'acte de vandalisme involontaire de quelqu'un qui effacerait cette inscription hideuse en la prenant pour un graffiti et qui ensuite se placerait à quelque distance de l'œuvre pour vibrer aux sublimités arctiques de cette fine fleur des produits issus de Mothworks. Réagissant esthétiquement à un objet tout en pureté, qu'il s'agisse de ses courbes ou de son absence de couleur, un fragment de beauté absolue convenant à l'œil froid d'Euclide, peut être une joie pour l'éternité. Dans une perspective aussi exaltée, peu importe où et quand l'œuvre a été faite, ni même si elle a été faite grâce à l'intervention humaine. En effet, on peut imaginer qu'un mélange convenable de kaolin, de feldspath et de quartz ait été façonné et cuit à 700 ou 800 degrés Fahrenheit dans les entrailles de la Terre et qu'il ait été découvert par Bouvard et Pécuchet. Ils en ont fait don au Muséum d'histoire naturelle, alors que sont pendant, en vertu d'une logique contrefactuelle qui cette fois-ci est historique plutôt que géologique, se trouve de l'autre côté du Marie-Thérésienne-Platz. En 1918, les Austro-Hongrois victorieux l'ont ramené en tant que butin de guerre et placé dans le Kunsthistorische Museum, non loin de Bruegel. Quel choix particulièrement heureux de la part du conservateur du musée, étant donné le penchant bien connu de ce maître flamand pour les blagues urinaires. La pureté de la réaction va de pair avec la pureté de l'objet, ce qui signifie, je suppose, que l'objet est censé être purifié de toute association historique ou culturelle. Donc, une fois purifié de ses relations à Mutt, l'objet pourrait avoir d'innombrables histoires, cela en dépit de tous nos décrets d'esthète. Hélas, Vienne n'a pas de musée oriental, mais nous pouvons peut-être imaginer que le prince Eugène de Savoie se fût laissé convaincre d'en construire un afin d'y loger une de ses prises. Les Chinois étaient les céramistes les plus réputés, et je peux imaginer que vers l'an 1000 de notre ère, ils aient produit un objet exactement identique au nôtre. On l'avait délibérément performé afin de le rendre clairement impropre aux autres usages de la porcelaine chinoise, dont les exemplaires paradigmatiques sont les jarres et les pots. On voulait souligner ainsi que cet objet était uniquement destiné à la contemplation et qu'il s'adressait à ceux qui étaient sensibles aux brumes blanches et cascades des Song. Par ailleurs, il devait symboliser l'enseignement néo-confucéen selon lesquels les œuvres d'art doivent être traitées comme des fins et jamais comme des moyens. Ce que je veux dire, c'est qu'il est facile de situer un objet identique au moins en ce qui concerne les prédicats à une place, qu'ils aient comme extension des propriétés primaires, secondaires, ou comme le supposent certains esthéticiens tertiaires, dans des contextes différents. Si l'objet placé dans ce contexte est une œuvre d'art, comme c'est le cas dans deux de ceux que je viens de décrire, nous réagissons en fait chaque fois à quelque chose qui n'est pas présenté au sens, mais si on y ajoutait le sens de la beauté. Mais supposons comprise cette vérité et concentrons notre analyse sur les propriétés qui se présentent au sens et à certaines desquelles l'œil, par exemple, s'attarde uniquement pour le plaisir que lui procure ce qu'il contemple.
Supposons qu'il existe des choix que nous faisons pour des raisons purement esthétiques, étant entendu que par l'expression raison purement esthétique, je me réfère à des choix de ce que simplement nous préférons, sans qu'on nous ait appris à le préférer et sans que nous ayons d'autres raisons pour le préférer. Si Kepler avait dû modeler l'univers à son gré, il aurait préféré des orbites planétaires circulaires plutôt qu'elliptiques, mais c'est parce qu'il avait intériorisé tout un ensemble de raisons métaphysiques, en vertu desquelles le mouvement circulaire était d'une certaine manière le mouvement le plus parfait. L'ellipse semblait indigne d'un univers créé par un être parfait. Le physicien Rainwater a obtenu le prix Nobel pour avoir émis la conjecture que certaines des propriétés du noyau cesseraient d'être intrigantes s'il avait la forme d'un cigare, ce qui est une forme ignominieuse, raison pour laquelle la conjecture de Rainwater rencontra des résistances. Les scientifiques étant persuadés, pour Dieu sait quelle raison profonde, et cela en 1958, que le noyau devait être une sphère. Il en va des couleurs comme des formes. Le blanc est une métaphore de la pureté, l'expression « à cause de sa pureté » qui est avancée comme une raison pour préférer le blanc à l'écarlate, relie ce choix des impératifs profonds ancrés dans l'inconscient religieux. L'écarlate, si nous oublions les robes des cardinaux, est la teinte du péché, sans doute parce qu'il s'agit de la couleur du feu, et que le feu, pour des raisons qui, à moins d'être évidentes, ne seront jamais découvertes, est une métaphore pour le courroux et la passion sexuelle. Et ainsi de suite. Mais les animaux font certains choix actifs qu'on ne peut qu'expliquer esthétiquement, sans que cette esthétique puisse être expliquée par leurs croyances. Il y a des choses, des odeurs et des goûts que les chiens et les chats aiment, tout simplement parce qu'ils les aiment. Ces préférences peuvent être liées à des causes agissant au niveau du matériau de l'ADN, sans que les animaux aient des raisons. Il s'agirait alors de choix purement esthétiques. Je suppose que nous en faisons aussi.